Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, comme vous pouvez le constater à l'écran, je vais m'attacher à définir correctement ce qu'on entend par une fonction du deuxième degré. Alors on va non seulement donner la définition, mais on va voir un exemple ou l'autre et on va regarder les trois formes d'expression analytique, donc les trois formes analytiques que peut présenter une fonction du deuxième degré. Alors, trois formes qui sont équivalentes. Donc ça veut dire que vous écriviez d'une façon ou d'une autre, eh bien ça va représenter la même fonction. Comme on va le constater, ces trois formes vont mettre des propriétés graphiques différentes en évidence. On étudiera ça par après. On va commencer par la définition. On entend le mot fonction et on entend le groupe de mots deuxième degré. Donc, une fonction du deuxième degré, eh bien, ça va être une fonction donc, réelle. Rappelez-vous, lorsqu'on écrit ceci, c'est pour dire que voilà, tous les nombres que vous allez, chaque fois que vous allez remplacer un x par un nombre, eh bien, cette première partie, ça veut dire, ben voilà, ce nombre sera réel. Alors, disons que lorsqu'on est en quatrième ou en seconde, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce sera surtout plus tard, en cinquième ou en dernière année, que là, lorsqu'on va discuter de fonctions réciproques, là, il faudra faire bien attention avec ce que vous écrivez ici. Alors, on va surtout s'attacher à regarder ce qui est écrit ici. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Eh bien, une fonction du second degré, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. Fait important aussi, ce sont les coefficients a, b et c. Alors, remarquez ici, on vous dit que la valeur du a ne peut pas valoir, il peut valoir tout ce que vous voulez, sauf 0. Alors, c'est un peu normal, mais parce qu'on veut travailler avec des fonctions du deuxième degré. Si vous prenez a comme étant égal à 0, 0 fois quelque chose, ça fait 0, et donc vous n'avez plus de terme en x carré. Et donc, ça n'a plus de sens de parler de fonction du deuxième degré. Donc, chaque fois qu'on va discuter de fonction du deuxième degré, eh bien, il y aura toujours forcément un terme en x carré. Donc, remarquez bien, c'est ax carré plus bx et plus c. Et les coefficients b et c, ils peuvent valoir n'importe quoi. Donc, de façon condensée, ben, on écrira tout simplement ceci. Donc, je ne vais pas le citer. Alors, on lui donne un nom à cette écriture. Cette écriture-là, cette expression analytique, c'est l'une des trois formes de d'une fonction du deuxième degré. On lui donne le nom de forme générale ou de forme développée. Alors moi, les deux sont assez intéressants. Parce que pourquoi développer? Moi, j'aime bien développer dans le sens que, eh bien, elle est écrite grâce à des sommes. Elle est vraiment développée au maximum. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas développer au maximum. Donc, lorsqu'on regarde un petit peu la façon dont s'écrit une fonction du second degré, ben, la formule qui est là, ça, vous l'avez déjà rencontré en fait en troisième ou au lycée, ou au collège, pardon, et c'est ce qu'on appelle, alors il y a combien de termes? Il y en a trois, un terme en au carré, un terme avec du x et un terme indépendant. Et donc il y a trois termes. Donc c'est un trois, nome, terme. C'est donc un trinôme du deuxième degré. Donc ça veut dire que c'est un polynôme du deuxième degré où il y a combien de termes? 3. Et donc tout ce que vous avez vu sur les polynômes peut être appliqué ici. On ne fera pas tout ça, on ne fera pas de choses sur les polynômes, on ne va pas appliquer, on va juste, on va bien avancer, on va gentiment avancer, étudier des nouvelles choses. Alors on va donner des exemples. On va regarder ces deux fonctions. La question c'est, est-ce que ce sont des fonctions du second degré? Alors, on regarde un petit peu les expressions analytiques. Donc on a bien un terme avec un exposant 2, on a bien la même variable avec un exposant 1 et un terme indépendant. Donc, même chose ici. Donc ces deux fonctions-là forment bien des fonctions du deuxième degré. Les expressions analytiques sont bien des polynômes du deuxième degré. Alors, deuxième exemple. Alors oui, donc ici, donc petit exercice
essayer de prendre l'habitude de repérer les valeurs des coefficients A, B et C. Donc, dans nos notations, le A fera toujours référence au coefficient du x carré. Le B fera de référence au coefficient du x. Et le C fera référence au terme indépendant. Donc, par exemple, pour la première fonction, bien, le A vaut 2. Ici, j'ai moins x, donc, mais ici, ça veut dire que le coefficient, c'est moins 1, et le C, ben, c'est plus 1. Et donc, forcément, pour la deuxième fonction, le coefficient A vaudra moins 3, le coefficient B vaudra 2, et le coefficient C vaudra aussi moins 3. Deuxième exemple. Alors là, il y a quand même une légère différence, c'est que, par exemple, ici, pour la première fonction, je n'ai pas de terme en x, et ici, pour cette deuxième fonction, je n'ai pas de terme indépendant. Mais si j'analyse un petit peu le reste, j'ai bien un terme avec du x carré, et j'ai bien un terme indépendant ici, et là, j'ai bien du x carré et du x. Eh bien, ça reste quand même une fonction du second degré, même si l'un ou l'autre terme manque. On n'est pas toujours obligé d'avoir et le A, et le B, et le C. Mais si je n'ai pas de terme A, ou si je n'ai pas de terme B ou de terme C, ça veut dire quoi par rapport au coefficient? Ça veut dire que le coefficient qui se trouve devant ce terme, c'est 0. Comme par exemple pour G1, je n'ai pas de terme en X, donc ça veut dire que son coefficient vaut 0. Pour G2, eh bien, c'est son coefficient C qui vaut 0. Je n'ai pas de terme indépendant. Je n'ai que 2x carré moins 5x. Je n'ai pas de terme indépendant. Et donc, ce terme indépendant vaut forcément 0. Est-ce que ces deux fonctions-là représentent des fonctions du deuxième degré? Alors, malheureusement, non. Pourquoi? Alors, la première fonction, la fonction h1 de x, alors c'est bien un polynôme, mais c'est un polynôme de degré 4. On a bien un terme de degré 2 ici, mais pour considérer une fonction comme une fonction du deuxième degré, qu'est-ce qu'il faut avoir? Un terme du style x carré, un terme avec du x ou pas, et un terme indépendant ou pas. Mais là, j'ai de l'exposant 4, et donc c'est foireux. Le degré est 4. Le maximum, la puissance maximale qu'il peut y avoir dans une fonction du deuxième degré, c'est 2. Alors, pour la deuxième fonction, alors, on remarque bien ici un 2x carré moins 5x. Mais le problème, c'est que ce n'est pas que ça. Le 2x carré moins 5x se trouve au dénominateur d'une fraction. Et donc, si vous avez d'autres choses, si vous avez des choses supplémentaires à ces termes de ce second degré, eh bien, d'office, vous n'aurez pas une fonction du deuxième degré, même si, ici, j'ai quelque chose du deuxième degré. Par exemple, un truc classique aussi, c'est, par exemple, si j'avais mis racine carrée de 2x carré moins 5x, eh bien, rien que du fait d'avoir la racine carrée de présente, eh bien, ça fait foirer le bazar. Ça ne transforme pas la fonction en une fonction du deuxième degré. Alors, ces fonctions-là, donc je vous les mets en exercice. Je vais mettre ma petite tête là-bas en haut. Donc, ces 4 exercices-là, je vous les laisse faire à la maison. Si vous voulez m'envoyer un petit mail ou un petit message pour me demander de corriger, ben, vous le faites et je dirai si c'est bon ou pas. Pas de problème. Alors pour mes élèves, ce petit exercice se trouve dans vos feuilles. Donc d'ailleurs, par rapport à mes élèves, la vidéo ici, c'est par rapport aux pages 6 à 11 du chapitre. Alors, donc maintenant, on va regarder un petit peu les 3 formes. On en a déjà vu une. On a déjà vu la forme générale. Donc la forme générale ou développée, celle qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. Mais il en existe 2 autres. Et comme on l'a dit dans l'intro, chacune de ces formes va avoir son importance. Elle va nous permettre
d'obtenir des informations par rapport à des caractéristiques graphiques associées à la formule, à l'expression analytique de la fonction. Alors, comment s'appellent ces deux autres formes? Donc, on les appelle la forme factorisée. Alors, j'utiliserai la notation FF et la forme canonique. Alors, dans la forme factorisée, vous entendez le mot factorisé. Donc, ça veut dire que dans l'écriture, on va avoir une écriture sous forme de multiplication. La forme canonique, que je vais dénoter par FC. Alors, cette notation-là, la forme canonique, on la rencontre lorsqu'on étudie les fonctions de référence. C'est donc on se rappelle un petit peu ce que c'est une forme canonique. C'est une écriture qui permet de mettre en évidence les transformations de base que vous appliquez à votre fonction de référence pour obtenir la fonction que vous analysez. Alors, rien que par rapport à l'explication, on se doute maintenant vers quels éléments, à quels éléments ces formes vont être associées. En tout cas, on peut s'en douter. Ce qu'on va faire dans la suite, c'est que on va démontrer, alors en tout cas, ce sera en plusieurs fois, parce que ce n'est pas forcément évident tout le temps, on va démontrer comment passer d'une forme à l'autre. Pourquoi? Comme on vient de le dire, certaines informations ne sont, si vous n'avez que la formule, l'expression analytique à disposition, les informations graphiques sont obtenues via des formes différentes. Et donc, il faut savoir passer d'une forme à une autre, dans les deux sens. Alors, il y a deux passages qu'on n'étudie pas, parce que dans la littérature, c'est fait, c'est étudié, mais que ce soit au lycée ou bien en secondaire, alors par exemple, ces deux passages-là, on ne les étudie pas. Ça peut être intéressant de le faire, mais nous, on ne le fera pas. Nous, ce qu'on va surtout analyser, c'est comment passer d'une forme générale à une forme canonique et inversement, et même chose pour la forme factorisée. Ce qu'on va montrer dans la prochaine vidéo, c'est que ces deux sens-là, du passage de la forme factorisée à la forme générale et le passage de la forme canonique à la forme générale, sont très faciles. Les deux autres sens de la forme générale aux deux autres formes, ça c'est un petit peu plus compliqué. Et alors on va étudier des formules. On va avoir des formules à notre disposition qui vont nous permettre d'obtenir tout de suite, d'écrire tout de suite ces formes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ces trois formes et on va essayer de trouver quelles informations, quelles caractéristiques graphiques elles mettent en évidence. Alors, on va faire 5 exemples. Parce qu'il y a plusieurs cas possibles. Alors, on y va, on est parti. Donc, voici notre premier exemple. Bon. Donc, comme on l'a dit tantôt, les trois formes font référence à la même fonction. Alors, on regarde un petit peu. On a en effet notre multiplication, notre forme factorisée, une multiplication de parenthèses, donc de facteurs. On a bien là l'écriture plus ou moins classique d'une forme canonique et on a notre forme développée. Ce qui est assez intéressant déjà, c'est que rien qu'avec ce premier exemple, on remarque que les coefficients ici, on a la même valeur. Alors, est-ce que sur le graphique, on remarque quelque chose, en tout cas au premier abord, pas vraiment. On va regarder la forme générale. On regarde la forme générale, on analyse un petit peu le graphique. Alors, ok, il y a le 1, ok, le 6, il n'y a rien qui pourrait, il n'y a pas de 6 de décrit dans ce graphique. Mais par contre, ici, il y a le 8, il y a le plus 8, et on a un 8 ici. Alors, regardez bien la position du 8, de ce point-là. Comment est-ce qu'on appelle encore ce point-là? Eh bien, ce point-là, il se trouve où? Il se trouve sur l'axe Y, l'axe vertical. Et donc, apparemment, le coefficient ici, qui, rappelons-nous, dans notre notation, représente le petit c, représenterait apparemment ce point-ci. Comment est-ce on appelle ce point-ci dans le jargon des fonctions? C'est ce qu'on appelait l'ordonnée à l'origine.
L'ordonnée à l'origine, c'est quoi encore? C'est donc la valeur que vous obtenez lorsque votre abscisse vaut combien? C'est 0. Donc lorsque vous avez votre fonction f de x et que vous prenez et remplacez votre x par 0, eh bien ça vous donne l'ordonnée à l'origine. Apparemment, le coefficient c nous donnerait l'ordonnée à l'origine. Il faudra regarder d'autres exemples. Alors, analysons maintenant la forme factorisée. Bon, on a ici apparemment deux valeurs importantes. Alors ici, si on devait écrire correctement, on écrirait plutôt x plus 4 fois x plus 2. Alors, on a moins 4 et moins 2. Alors, moins 4 et moins 2, c'est assez intéressant, on a moins 4 et moins 2 ici. Donc, apparemment, la forme factorisée ici mettrait quoi en évidence? Ce sont quoi ces deux points-là? Ils sont situés où ces points? Ils sont situés sur l'axe x et à l'intersection de la fonction. Comment avions-nous appelé ces points-là? Ces points-là, en fait, ce sont les zéros de la fonction. On rappelle que les zéros, ce sont les points qui se trouvent à l'intersection de votre fonction et de l'axe horizontal de l'axe x. OK. De nouveau, il faudra regarder si on pourra généraliser ce constat aux autres exemples. Troisième forme, la forme canonique. Donc, on avait déjà le A, donc on a moins 3 et moins 1. Ouais. Où est-ce qu'on a moins 3 et moins 1? Ah, ici, on a ce point-là. C'est quoi ce point-là par rapport à la parabole? Par rapport à la fonction? Alors, c'est son sommet. Alors, non seulement, apparemment, le couple de points ici, pourquoi couple? Parce qu'il y a deux valeurs. Donc, ça ferait référence au sommet. Donc, on a bien moins 3, moins 1, parce que c'est bien ce qu'on a ici. Mais ça pourrait faire référence aussi à la droite, ici à la droite verticale en pointillé, ici. C'est une droite verticale, rappelons-nous, c'est quoi l'équation d'une droite verticale? C'est quelque chose qui s'écrit toujours sous la forme x égale. Et donc, ici on a x égale combien? On serait apparemment à x égale moins 3, vu que la droite ici passe par moins 3. Et donc, l'équation, ce serait x égale moins 3. Et quand on analyse un petit peu cet axe vertical, il a quand même une particularité. Lorsque vous analysez correctement bien votre fonction, vous regardez bien votre fonction, on dirait que c'est un axe de symétrie qui est orthogonal, ça fait effet miroir. Donc, si vous supposez que vous aviez votre parabole, que vous preniez votre parabole en main et que vous la tourniez sur elle-même comme ceci, eh bien, ça ne changerait rien du tout au dessin. Et donc, la forme canonique, qu'est-ce qu'elle permettrait de faire? Elle permettrait non seulement de mettre en évidence les coordonnées du sommet de votre parabole, mais aussi elle permettrait de donner l'axe de symétrie. On va regarder un peu sur d'autres exemples si on peut en tirer les mêmes caractéristiques. Alors, voyons un petit peu. Alors ici, nous avons un plus 6. Ah ben voilà, regardez ici, on a sur l'axe horizontal, donc c'est génial, on dirait que ça fonctionne. On a de nouveau les mêmes coefficients A ici, on a le moins 2 et le 1,5. Ah, remarquez bien ici, donc ce serait bien les zéros. Et là, de nouveau, ce serait bien les coordonnées du sommet ici avec l'axe de symétrie qui serait donné par x égale moins un quart. Bon, ok, ça pourrait être bon. On va regarder d'autres exemples. Ah, remarquons ici un petit peu. Alors ici, notre fonction forme générale, ce serait x carré moins 4x. Donc, le coefficient c vaudrait 0. Donc, 0 serait l'ordonnée à l'origine. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ici, l'origine d'un repère, il y a quoi comme coordonnée 0, 0? Ça peut être considéré comme ordonnée à l'origine, même si l'image est nulle. Alors, de nouveau, on a les mêmes coefficients A ici, on a le 2 moins 4 qu'on retrouve ici. Regardons un exemple suivant. Remarquons un petit peu. Alors, pour la forme générale, ce serait la même chose. Alors, remarquons un petit peu ici. Il y a quand même, pour la forme factorisée, il y a quand même une différence. C'est que là-bas, j'avais
deux zéros, mais ici, j'en ai qu'un seul. Et remarquez un petit peu comment il y a quand même un petit changement ici au niveau de l'écriture de l'expression analytique de la forme factorisée. Donc, je n'ai qu'un seul zéro et regardez un petit peu comment elle s'écrit comparée à l'autre ici. Donc, la forme factorisée serait différente, on dirait, suivant le nombre de zéros. Et en plus, ce qui est assez perturbant peut-être au départ, c'est regarder un petit peu la forme factorisée, mais on dirait qu'elle est exactement égale à la forme canonique. Elle est exactement égale à la forme factorisée, c'est la même chose. Mais ce qu'on a raconté précédemment reste toujours valable. Remarquez que le sommet se trouve bien en 2, 0 et que l'équation de l'axe de symétrie ici serait bien x égale 2. On va regarder le dernier exemple. Alors, le dernier exemple, remarquez bien, maintenant, regardez la parabole, elle n'a plus du tout de contact avec l'axe des x, et donc elle n'a plus de 0. Et regardez un petit peu ici la forme factorisée, eh bien, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et donc, pour la forme factorisée, il va falloir on dirait qu'on devra faire attention. Parce qu'on n'a pas tout le temps le même type de forme factorisée, suivant le type de fonction du deuxième degré. Ce serait intéressant pour après. Forme générale, rien ne change à ce qu'on a déjà trouvé, et on dirait que pour la forme canonique non plus, on a de nouveau bien ici la coordonnée du sommet, l'axe de symétrie d'équation x égale moins 2, on a bien le même coefficient ici. Bon, on va tout résumer, on va reprendre, on va tout remettre dans un tableau. Donc, vous avez vos trois formes ici. Donc, le OO ici, remarqué avec le petit symbole assez rigolo, je trouve, ça fait un peu ou un petit peu hibou, là, comme ça. Donc, je trouve une petite déco, là, comme ça, pour mettre en thumbnail, ça pourrait être rigolo. Ça me ferait avoir des cheveux. Donc, on avait, oui, le 8, donc, ferait référence à la forme générale, le 6, donc, on a le 0, oui, ça colle. Là, on a le moins 2, l'ordonnée à l'origine 4 et 4. Et donc, on dirait que la forme générale nous permettrait de donner l'ordonnée à l'origine. Alors, la forme factorisée, remarquons ici, là on avait moins 2 et moins 4, c'est bien ce qu'on avait là. On avait moins 2 et 3 demi, c'est bien ce qu'on a là. Peu importe la valeur du coefficient A, on a 0 et 4. Alors là, remarquez ici qu'on a on a un seul 0 en 2 et regardez la façon dont c'est écrit. Et ici, tantôt, là, le dernier exemple, il n'y avait pas de forme factorisée et sur le graphique, on n'observait aucun 0. La forme canonique, donc on a moins 3, moins 1 comme sommet, et c'est à chaque fois les mêmes valeurs qu'on retrouve là, ici, et l'axe de symétrie correspond à l'abscisse. Si on regarde la valeur ici qui était écrite dans l'équation, c'est l'abscisse du sommet. Et donc, on pourrait en conclure que l'axe de symétrie passe forcément par le sommet. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir conclure? Eh bien, on va pouvoir conclure tout ce qu'il y a dans ce schéma-là. Donc, j'ai mis sous forme de schéma tout ce qu'on vient de remarquer. Donc, lorsqu'on a la forme générale, elle s'écrit sous cette forme. Et donc, qu'est-ce que nous donnait la forme générale? Elle nous disait, alors on verra plus tard que ce n'est pas seulement ça qu'elle nous donne, mais en tout cas, c'est un bon début, que le coefficient C représente l'ordonnée à l'origine de la fonction. Donc, on a déjà un premier lien graphiquement. Alors, la forme factorisée, qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle nous disait qu'elle nous donnait les zéros de la fonction. Mais on a vu qu'il y avait trois écritures différentes, suivant le nombre de zéros. Remarquez que dans le tableau précédent, ici, chaque fois qu'on avait 2 zéros, là, dans les trois premiers cas, eh bien, on avait une écriture de la forme quelque chose, fois une première parenthèse, fois une première parenthèse. Et on avait toujours quelque chose de la forme x moins l'un des zéros fois x moins l'autre zéro.
Donc, lorsqu'on a la fonction admet 2 zéros, on sait d'office que la forme factorisée s'écrira sous cette forme. Dans le cas où on a un seul zéro, qu'est-ce qu'on avait observé? Comme par exemple ici, on avait observé que la fonction s'écrivait sous cette forme quelque chose fois, alors ici c'est un produit remarquable. Et la valeur qui est écrite ici représente justement le zéro de la fonction. Et donc, c'est pas étonnant que lorsque ce qu'on a écrit, que si la fonction admet un seul zéro, alors la forme factorisée s'écrit comme ceci. Et on avait remarqué avec le dernier exemple, mais que si la fonction, si graphiquement on n'observait aucun zéro, eh bien, ça veut dire que la forme factorisée n'existait pas, n'était pas définie du tout. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, on a déjà trouvé deux choses intéressantes. Alors, une troisième chose, oui, qui est assez importante quand même, c'est que le coefficient 1, c'est le même, on avait observé que c'était le même que la forme générale. Alors, passons à la forme canonique. Forme canonique, rappelez-vous que dans les fonctions de référence, en général, on aime bien utiliser cette notation ici. A fois x moins alpha au carré plus bêta. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Que les deux nombres ici faisaient référence aux coordonnées du sommet. Alors, je vais retourner à la page précédente. Remarquez ici, par exemple, on va reprendre, je ne sais pas, allez, on va prendre celui-là, moi j'aime bien les fractions. Remarquez que c'était bien ça, on avait moins un quart là, on a bien quelque chose de la forme A fois x moins l'abscisse du sommet au carré, plus l'ordonnée du sommet. C'est bien ce qu'on avait ici. Abscisse, ordonnée. Abscisse, ordonnée. Remarquez bien qu'on a un signe moins ici. Hein. Attention, hein, c'est important. Et en plus, on avait remarqué que l'axe de symétrie c'était égal à x égale quoi? Eh bien, ce qui est écrit, ce qu'on avait comme abscisse au niveau du sommet. Donc, de manière générale, l'équation de l'axe de symétrie orthogonale, c'est x égale alpha, et les coordonnées du sommet, c'est alpha, bêta. Et de nouveau, on a de nouveau ce A qui est présent. Alors, donc dans les slides précédents, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a mis en évidence les trois formes, on les a énoncées, et on a trouvé le lien entre les trois formes. Qu'est-ce que j'entends par là? On a trouvé le lien entre chacune des formes et les propriétés graphiques, en tout cas en grosse partie. On a mis en évidence les propriétés graphiques qu'elles mettaient en évidence. Ça va dans les deux sens. Donc si vous avez le graphique, vous pouvez écrire la forme. Si vous avez la forme, vous pouvez en déduire les propriétés graphiques. Alors nous, ce qu'on va faire dans la suite du cours, c'est que, comme on l'a signalé en partie introductive, mais nous, on va essayer de trouver des formules qui nous permettent de passer de l'une à l'autre rapidement. Alors, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, si on travaille tout le temps avec les produits remarquables, on va quand même l'avouer, c'est long, c'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on travaille avec des fractions, des racines carrées. Et donc, ce serait cool d'avoir quand même des formules qui nous permettent d'aller droit au but et de pouvoir écrire tout de suite les formes factorisées et les formes canoniques. Vu l'importance de ces formes, de chacune de ces formes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ces formules et on va montrer comment passer d'une forme à l'autre. Par quoi va-t-on commencer? Dans la vidéo suivante, on va apprendre à passer de la forme générale, de la forme canonique à la forme générale, et on va passer de la forme factorisée à la forme générale. Ça, ce sont les deux passages les plus faciles. Ça prend 3 ou 4 lignes maximum, et ça ne demande pas, ça ne demande aucune formule. Juste de savoir se rappeler comment on applique des produits remarquables ou des distributivités. Et on verra aussi comment on va vraiment démontrer que ce coefficient C de la forme générale nous donne vraiment l'ordonnée à l'origine de la fonction.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Likez, mettez un petit pouce bleu, likez si vous avez bien apprécié. Si vous connaissez éventuellement des personnes pour qui cette vidéo pourrait aider, transférez-le lui. Hein. Dans ces temps-ci, il faut être solidaire. Donc, je vous souhaite encore un bon moment, une bonne soirée, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.